Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Belle Ligne. C'est un cri de désespoir, d'espoir également, de postulation simultanée parce que dans cet ouvrage, la beauté et la cruauté font pièce. La poésie s'enracine dans la verte Casamance, un pays miné par un conflit larvé, les pleurs de la nature, la soif de la paix, une soif exprimée dans cet ouvrage, le cri de Lifan Bondi, l'auteur et l'invité de votre émission, Amadou Moustapha Dien. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Bonsoir, Pape Alioune Sarr. Je suis ravi d'être là. Et comme vous le disiez tantôt, nous avons commencé par une lecture, si vous permettez. Oui, allez-y, allez-y. Je réveillé à Guéné Djambogne, là-bas du fond des termitières sacrées, au guet des fleurs déjà épanouies, pour tricoter dans le noir s'il le faut, le fil de la paix rompu. J'irai réveiller à Guéné Djambogne, scellant le nœud fraternel, pour que nous arrive de la porte du centre, de la terre de Lagandong, le prêtre inspiré de Foundiougne, la paix des braves. J'irai réveiller à Guéné Djambogne, au-delà du fleuve Gambie. J'irai réveiller à Guéné Djambogne pour l'amour consanguin et le santang de Sénoba. Idéo, idéo, idéo. Idéo, idéo, Faïmanié. Sacrilège. Qui a osé verser du sang innocent sur cette terre du Mansa? Traîtrise, qui a fait de la terre d'asile une terre de terreur, de guerre et de coupeurs de route, d'embuscades mortelles, de mines antipersonnelles, d'attaques sanglantes et d'arcs piégés. Idéo, idéo, idéo. Idéo, idéo, Faïmanié. Sacrilège, qui a osé verser du sang innocent sur la terre du Mansa, jadis terre d'exil pour les apatrides, asile pour les persécutés, refuge et abri pour les pourchasser. N'es-tu plus Kassa du Mansa? N'a-t-on pas dit Sinta Bouchora, Soumaï Kep, Soumaï Djangjang, Soumaï Balé, Soumaï Lama, Safo? Et le poème s'appelle Résilience. Tout à fait. Résilience qui suit ce poème et qui parle des femmes. Ce poème n'a pas de titre, figurez-vous, Pape Alioune Sarr. Et pourquoi? Ils sont nombreux ces poèmes qui n'ont pas de titre. Oui. C'est un style. Si vous voyez même l'ouverture de ce recueil de poèmes n'a pas de titre. Oui. Je commence par envoler des pistes incomprises. C'est une technique que j'ai trouvée dans mes multiples lectures et recherches et élucubrations, comme on dit, pour un peu saisir le lecteur au toupet et le faire rentrer dans ma poésie. Je voudrais que celui qui me lise n'ait pas de préalable. Plonger l'esprit, l'œil, le cœur et l'âme au fond de la poésie. Oui. Et c'est sûr que par cette manière, on n'en sort pas indemne. Et on y suit parce que forcément la porte est ouverte pour entrer dans votre poésie. Mais un cri, pourquoi pas un murmure? Lifan Bondi a-t-il mal? Le cri, voyez-vous, c'est le cri du silence. Et le silence, c'est l'étude de la vérité. Oui. Mais encore, il y a l'écho. L'écho, c'est comme le berceau de cette souffrance qui est arrivée à un tel point qu'il fallait que je convoque Lifan Bondi, cet être mystique, cet être mythico-religieux, on peut dire, Oui. de la verte Casamance, pour qu'il puisse à son tour porter son cri, lancer son cri. Et ce cri-là, il n'est point anodin. Ce cri est une parole sanglée, mon cher. Ce cri est strident, ce cri est poignant. Et il nous faut justement ce cri-là pour moi, pour que les personnes, les populations de la Casamance, pour être saisies de cette stupeur, pour dire « Ah, on a entendu le cri de Lifan Bondi. » Et il nous faut maintenant nous reprendre, nous ressaisir pour aller vers la paix. Le cri de la paix contre le cri des armes. Oui, il faut quand même que l'un des cris cesse. Oui. Et vous voyez bien, si on me demandait moi-même de choisir, moi qui ai fait toute cette démarche Oui. pour qu'on puisse entendre le cri ou le silence qui suit le cri, ou même l'écho du cri de Lifan Bondi, voyez-vous bien que moi-même je choisirais que le cri des armes cesse en Casamance. Oui, la poésie nous plonge dans la Casamance, la verte Casamance que vous voyez ici.
mais une verte Casamance meurtrie par un conflit larvé. Et les Verts peuvent jouer le rôle de médiateur. Mais tout à fait, j'en suis fort convaincu. C'est pour cela même que je suis ici. Et depuis le début, et ce début-là, ça ne commence pas il y a 2 ans ou 3 ans. Depuis mon enfance, j'ai toujours cru au Vert. Parce que figurez-vous, Oui. j'ai vécu avec une mère qui aimait les livres et la lecture. Et j'ai découvert la poésie, les belles lettres, les belles lignes, justement, à travers ma mère, qui avait des livres à l'époque. Et étant jeune, j'ai découvert justement ces poètes de la Pléiade, comme on peut dire, ces poètes symbolistes, romantiques, lyriques, avec justement la poésie aussi négro-africaine. Et vous dire justement que ce cri-là, cette démarche-là, cet amour des vers, cette croyance en la parole, au verbe, eh bien, remonte à très longtemps. Et aujourd'hui, la poésie doit être action. Le poète Sédar Senghor le disait, la poésie de l'action. Il faut que la poésie puisse faire des choses. Il faut que la poésie puisse inspirer, puisse, comment dirais-je, secouer les gens à travers leur âme, à travers leur cœur et leur esprit, pour qu'ils puissent dire, de la parole, nous allons mettre maintenant des actes. Oui, le cri de l'Ifan Bondi, une poésie de la guerre ou bien une poésie de la paix? De la paix, je dirais, mais surtout aussi une poésie de la quête. Figurez-vous, j'étais dans une quête, je peux dire une double quête. J'étais dans la quête d'écrire pour la paix en Casamance. Parce que je me suis dit, je ne suis pas de natalité, on peut dire, de la Casamance. Je ne suis pas un fils de la Casamance si on se réfère à une personne qui est née en Casamance. Mais je m'explique, je me réclame de la Casamance en ce sens que déjà, je suis sénégalais. Comme nous d'ailleurs, oui. Et il faut que tout le peuple sénégalais puisse se saisir de cette question. Il ne faut pas laisser ce conflit au seul peuple du Sud. Et là, je me suis dit, je voulais écrire sur la paix en Casamance, mais comment? Et donc, j'ai engagé une quête. Et chemin faisant, dans cette quête, je me suis même moi-même découvert. Et c'est là où je viens pour dire que la Casamance, comme le poète Sédar Senghor disait qu'il a son royaume d'enfance, moi, la Casamance, c'est ma forêt fatale. En ce sens où je ne suis pas né en Casamance, mais je me réclame de cette terre prénatale, anténatale, néonatale, car je suis fœtus dans le ventre de ma mère qui a séjourné en Casamance. Voilà ce lien-là, ce cordon ombilical qui me lie à cette terre. Et dans cette double quête, j'ai découvert ma personnalité, d'autres réalités et des résonances et des transcendances même, j'allais dire, avec les multiples séjours que j'ai effectués dans cette terre de la Casamance. D'où la passion. Quand vous parlez de la Casamance, une passion, le mot important, qui vient de pâtir du verbe, de la souffrance également. Comment faire de telle sorte que ce cri-là soit entendu? Merci. Vous l'avez dit, souffrance. Voyez-vous, un grand poète que vous certainement devez connaître, Baudelaire, disait ceci: « Soyez béni, mon Dieu, qui donnait la souffrance comme on dirait remède à nos impuretés et qui prépare l'effort aux saintes voluptés. » Eh bien, ce texte-là, je l'avais écrit sur le mur de ma chambre. J'étais étudiant. Et à chaque fois, je le lisais, c'est comme si ce texte-là était c'était devenu une sorte de prière pour moi. Et chemin faisant, quand j'ai publié ce texte-là, j'ai su cette résonance-là qu'il y avait à travers cette forme de prière que Baudelaire, disons, faisait et indiquait que la souffrance était un divin remède à nos impuretés et qu'elle prépare du moins l'effort aux saintes voluptés. Figurez-vous que j'ai souffert en écrivant ce texte. Pourquoi? Pas parce que je n'ai pas eu assez d'inspiration, mais ce texte m'a trouvé dans un état second, on peut dire. J'ai vécu un chagrin immense, ineffable, la perte justement de cette mère-là en 2017, alors que j'étais en pleine rédaction de ce texte. Ce texte qui m'a pris beaucoup de temps. C'est pour cela que j'y accorde beaucoup d'importance, parce que c'est en fait un texte que j'ai mûri. C'est une sorte d'exorcisme, on peut dire, justement, parce que ce chagrin-là,
qui est né de la mort, du décès de ma mère, m'a beaucoup impacté en tant que poète. Le cœur du poète a été tellement meurtri. Et à travers justement l'écriture, j'essaie de me soigner, de me soulager, d'où cette démarche thérapeutique, prophylactique on peut dire. Et figurez-vous bien que ce texte, moi-même personnellement, m'a beaucoup aidé dans ces moments difficiles de traverser ce deuil qui chaque jour nous suit, et ce deuil qui à chaque fois que je vais au cimetière de Yoff, où justement repose ma mère, je me reconnecte à ces réalités, et à chaque fois que je lui tourne le dos, j'entends sa voix, et sa voix, ce sont les prières qu'elle formulait de son vivant. Et aujourd'hui, ces prières-là m'accompagnent. Et c'est pour cela que c'est comme si c'est un don que je refaisais à ma mère en publiant ce texte en son hommage. Parce que figurez-vous, sur la dédicace, il y a à Adjaratou Yangoy Diop, ma mère justement, et je dis, voici donc les feuilles fatales de ma forêt. On peut voir également, Amadou Moustapha Dian, que le poète est dans une sorte de grisaille parce qu'il est partagé entre l'espoir de la paix et le désespoir de la guerre. La danse se mêle également au cri. Une situation assez difficile pour celui qui écrit, celui qui essaie de retransmettre ce qui se passe, la réalité. Oui, tout à fait. Un autre poète, un grand poète français aussi, René Char, parlait justement donc du nu perdu. C'est cela donc que vous pointez par rapport donc à l'écriture, la recherche, la quête de ce mot dans un univers plus ou moins hybride et flouté, et floué, on peut dire, par cette réalité qui est là, cette question de ni père, ni paix, ni guerre, et qui dure et qui perdure. Plus de 30 ans de conflit, il faut que cela cesse. Et le poète, dans sa démarche, justement, a vécu et a vu, justement, comment la guerre, ou bien ce conflit larvé, comme vous l'avez dit, porte préjudice lourdement à la Casamance. Enfant victime du conflit à deux fois, je suis la double figure de mes terreurs. Mon avenir est aussi noir que la boue de Néma. La guerre m'a volé mon enfance. Mais tout à fait. Là, je parle de la situation des enfants qui sont dans cette situation de ni père ni guerre, comme je l'ai dit. Et ces enfants n'ont pas demandé à être là. Oui. Ces enfants n'ont pas demandé à être dans ce conflit-là. Ces enfants n'ont pas demandé à être des parents déplacés par le conflit, les villages déplacés, beaucoup de villages. Oui. Heureusement qu'actuellement, avec l'accalmie qu'on note, il y a quand même le retour de ces villages-là. Et ces enfants-là, pour moi, c'était aussi une occasion de montrer que dans cette guerre-là, il y a aussi des souffrances indicibles, des souffrances imprenables, des souffrances qu'on ne dit pas. Et c'est le cas de ces enfants-là, même s'il y a d'autres souffrances qui sont les plus médiatisées, mais il fallait un peu donc s'attarder sur le cas de ces enfants-là et montrer comment et combien la guerre vraiment torpille et dévie l'avenir de ces enfants, qui sont encore des enfants du Sénégal entier. Aviez-vous vécu ce que vous transcrivez en vers? Mais tout à fait. Je reviens actuellement même d'une autre visite, d'un autre pèlerinage, j'allais dire, de la Casamance. Eh bien, j'étais en tournée, comme vous l'avez certainement bien suivi. Exactement. Et donc, cette tournée était aussi une occasion de me replonger encore une fois dans cette terre bénie, cette terre que je chéris tant. J'ai fait une tournée dans le Kassa, le Foni, en débutant par le Fuladu et le Pakao, Sédiou, Marsassoum, le Djassing. J'étais aussi donc à Bignona et j'ai clôturé donc cette tournée à Ziguinchor avec beaucoup d'amis qui m'ont accompagné. C'est le moment de rendre hommage à mon éditeur, Amadou Lamine Ba, qui a fait un travail titanesque avec cette couverture de Khalidou Kassé. Oui, c'est publié aux éditions Feu de Brousse. Tout à fait. Et cette couverture de Khalidou Kassé qui rehausse justement donc cet ouvrage. Et aussi, non seulement Khalidou Kassé, il faut que je m'attarde un peu là-dessus, non seulement il a bien voulu me donner cette première de couverture, mais aussi à l'intérieur, vous voyez-vous, il y a des tableaux de Khalidou Kassé qui en fait compartimentent en plusieurs apparitions, comme je l'ai dit, cette œuvre. Et pour dire justement que lui-même, il a été saisi par ce cri, d'où son adhésion totale, on peut dire, en me donnant non seulement une première de couverture, mais aussi d'autres et d'autres tableaux. J'en viens maintenant pour dire que cette terre-là, je la vis intérieurement. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas de natif
Casamancé. Je ne suis pas de nom, un Dieng, même si on dit Sant de Koulfen, Casamancé. Mais je suis Casamancé dans l'âme, je suis Casamancé dans le cœur et dans l'esprit. Ouais. Et ça, c'est vrai. Vous décrivez les ravages, surtout dans les villages qui sont aujourd'hui déserts, peut-être. Il y a un retour. La poésie, on le dit parfois, la science peut créer des guerres. La poésie peut être une bonne source diplomatique pour réconcilier les peuples. Mais tout à fait. Et vous ne croyez même pas bien dire en disant cela. Parce qu'en Casamance aussi, il y a disons, ces leviers-là. D'où même l'autre engagement que j'ai pris dans le texte en essayant de convaincre les gens par une dimension culturelle et cultuelle vers la recherche de la paix. Et la poésie étant une partie de la culture est un mécanisme très fort de résolution de conflits. À travers le monde, à travers des grandes institutions comme l'UNESCO, comme l'ONU, il y a des mécanismes qui sont basés rien que sur la culture pour essayer de faire taire les arbres. Et ici, la culture en Casamance, c'est le folklore, c'est la faune, c'est le flore, c'est toute l'atmosphère, c'est l'environnement, tout est culture en Casamance. Tout vit. Et regardez, par exemple, comment dirais-je, la figure de Sibouloumbaye, Djidjou, qui m'avait reçu à l'époque quand j'étais allé justement donc lui faire part de ce projet et qui a aussi reçu son exemplaire donc de ce recueil de poèmes. Et à l'époque, je lui disais que faites des prières pour moi parce que j'étais en train de finaliser un texte sur la paix en Casamance. Il avait bien entendu et c'est aujourd'hui fort louable de voir justement ce texte sortir et donc lui-même avoir son exemplaire, ça me réconforte dans cette démarche de paix culturelle et cultuelle. Et encore une fois, la figure de Sibouloumbaye Djidjou, lui-même, son excellence, il est roi. Son éminence, j'allais dire, sa majesté, il est roi, il est prêtre de son éminence. Il est aussi régulateur social parce qu'il intervient, il a des chants, mais ces chants-là servent à la communauté en période de soudure. Voyez-vous, rien que par sa figure, on voit les moyens et les leviers pour aller vers cette paix. Oui. Au début de l'entretien, vous aviez réveillé, grâce à la lecture, Agen et Djambogne. Oui, tout à fait. Mais je parle aujourd'hui du conflit qui s'est passé à l'université. Réveiller ces deux figures tutélaires même aujourd'hui, est-ce qu'elles ne jeteraient pas des pierres à ces étudiants qui ont tenté un peu de démystifier tout ce qui est sacré entre deux peuples, les Douala et les Sérères? Voyez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils se sont amendés. Ils ont fait amende honorable, comme on dit. Et à l'occasion même de cette cérémonie-là, l'une des personnes qui a déjà rédigé en fait, une note de lecture, Pape Makama Diakhaté, un brillant philosophe et fils de Sédhiou, qui a fait le déplacement de Dakar à Sédhiou pour venir présenter mon ouvrage à Sédhiou. Je lui remercie beaucoup. Et donc, l'une de ces personnes-là a été ce jour-là comme panéliste pour vous dire que ces socles, ces leviers sont vraiment les chances que nous avons, nous Sénégalais. C'est pour notre apaisanterie, le cal comme on dit. Ça règle tout, même les situations de conflit les plus atroces. Et nous, aussi, ici au Sénégal, on a les moyens de les régler. Et justement, en venir à ces étudiants, quand ils ont justement eu ces accrochages, on peut dire, après, ils ont su, avec justement l'aide des aînés, parce que moi-même, en tant que journaliste, j'en sais quelque chose. Je sais qu'il y a eu des médiations avec des aînés qui sont allés parler à ces jeunes pour un peu les ramener à la raison. Et ils ont vu combien important était ce levier, combien important était ce vivre ensemble que nous avons pour ne pas essayer même de déranger les choses à ce niveau-là. Et fort heureusement, ils se sont amendés, ils ont convoqué une réunion pour justement sceller et monter cette paix et montrer à la face du monde qu'ils croyaient autant aux anciens, ils croyaient autant à ces leviers-là, comme Agen et Djambogne, l'histoire de ces deux sœurs-là, qui sont à l'origine des peuples de la Casamance et des peuples sérères, dont j'en suis un. Les arbres parlent autant que les hommes, ou bien plus que les hommes dans votre ouvrage. À quelle fin? La forêt, à quelle fin? Les armes, je ne dirais pas. Les arbres. Les arbres, oui, tout à fait. Ça, c'est en fait cette dimension d'ivresse
que j'ai vécu en Casamance. Cette dimension, l'un en fait, des professeurs d'université, Denis Hassan Diouf, qui a aussi érigé une note de lecture Paris donc, dans le journal Patrimoine, avec mon ami Alassane Cissé, journaliste culturel, disait que justement, je me suis enivré de cette terre de la Casamance. Et l'ivresse, c'est aussi important, parce que justement, Baudelaire, j'en reviens, disait « enivrez-vous de vers, de vertu, de poésie, de vin, mais à votre guise, mais quand même enivrez-vous. » Et moi-même, je me suis enivré de la beauté de la Casamance. Je me suis enivré de cette terre de la Casamance. Je me suis enivré de la culture de la Casamance. Je me suis enivré de la musique, des rythmes de la Casamance. Et cette ivresse me suit jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où je parle. Justement, à chaque fois que j'évoque ce livre, il y a des souvenances, il y a des réminiscences qui reviennent, il y a des souvenirs qui reviennent et qui remontent à la surface pour dire que Mandibi Resagul, comme disent les autres. La forêt, c'est le charme, la beauté de la verte Casamance. Et vos diatribes vont à l'endroit de ces coupeurs de bois. Vous ne les ratez pas dans votre laboratoire d'écriture. Mais tout à fait, ces coupeurs de bois, j'en parle. Et là, vous avez donc bien vu, avec les journalistiques que vous avez, en fait, d'indiquer le passage, en fait, comment dirais-je, le texte dans lequel, justement, je parle de ces coupeurs de route. Mais là, il faut dire que ce texte-là, je l'ai aussi bâti dans une certaine logique. Il y a le cri, il y a l'écho du cri, il y a aussi le silence qui suit le cri. Ce sont des dimensions, des niveaux de lecture. Et j'ai emprunté une technique d'écriture au cinéma, c'est la mise en abîme. Et donc, il y a un texte dans le texte. Et ce texte dans le texte-là fait écho donc, aux multiples casquettes de l'auteur, qui est déjà journaliste. Le journaliste, le constat qu'il fait sur le terrain, mais aussi le poète, mais aussi le fils qui veut reconnecter son âme, qui veut renouer ce cordon ombilical avec sa mère qui a vécu en Casamance. Voyez-vous, il y a des niveaux de lecture dans ce texte-là. Et pour revenir à ce premier niveau de lecture consistant à dire ce que le journaliste a vu, ce sont les quotidiens des personnes. Et là, justement, les coupeurs de bois, la Casamance, cette forêt, cette terre, ces arbres-là ne sont pas que des arbres, mon cher. Il y a des bois sacrés. Que représente l'arbre en Casamance? L'arbre, ça, en fait, c'est le thème d'un tout autre texte que je suis en train de préparer. Je vous vends la mèche, comme on dit, justement. Et il y a des générations d'arbres. Il y a des noms même, le boucaï, hein, j'en parle. Il y a des noms consacrés à ces arbres-là. Et ces arbres-là ne jouent pas qu'un rôle, justement, donc, disons, floral, on peut dire, étant juste donc, des éléments de la nature. Ces arbres représentent, justement, ce bois sacré. Figurez-vous, par exemple, qu'à Tiankessil, le bois sacré s'appelle Difokul. J'étais là-bas. J'étais avec un ami qui actuellement est le gardien de cette forêt. Qui signifie? C'est le nom donné au bois sacré. C'est un ensemble, c'est une forêt, une partie de la forêt qui est consacrée et qui est vue comme un lieu sacré. Et là-bas, vous n'avez pas le droit de couper à une feuille, je vous dis, une feuille. Et toutes les populations qui sont là-bas vous le diront. Et ils veillent à ces arbres-là. Et même actuellement, Jean Badi, justement, comment dirais-je, la personne qui gère cette forêt, il était ici à Dakar. Et des révélations, justement, donc, sont arrivées à lui. C'est lui-même qui m'a rencontré quand j'étais là-bas. Et des révélations et des rêves, justement, donc, sont parvenus à lui pour lui dire, tu dois retourner à Difokul. Parce que c'est toi qu'on a choisi, qu'on a désigné, que l'esprit a désigné pour être le garant de cette forêt là-bas. Et donc, cette forêt-là, elle est en train de partir avec les coupeurs de bois, le trafic de bois illicite, avec, comment dirais-je, la Gambie. Et là, justement, c'est aussi un point que j'évoque, comme je l'ai dit, c'est un constat de journaliste, le constat du quotidien. Il y a aussi, par exemple, la problématique de la cantine scolaire au niveau de la Terre Sainte de Bouyoui. Il y a aussi le problème de l'eau au niveau de Dilapao. D'autres et d'autres, justement, donc, réalités qui font écho
à l'œil du journaliste le constat du quotidien des populations du Sud. Votre poésie est également spirituelle, le sacré. Oui. Est-ce qu'il a bien une part importante dans votre écriture, le sacré? Ce sont des éléments qu'on doit conjuguer également ou bien élever, rassembler un peu pour aboutir à cette paix-là tant demandée par les populations de la Casamance, mais pas que. Mais tout à fait, le sacré, on ne peut s'empêcher de parler de sacré quand on évoque la Casamance, une terre imbue de dimensions mystico-religieuses. Justement, toutes ces réalités-là que vous avez là-bas, les rites, les traditions, les pratiques, tournent autour de ce sacré, de ce spirituel, cette dimension mystico-religieuse qui imprègne la culture, la terre et même les hommes. L'homme casamancé est fortement religieux et croyant à quelque chose. Vous parlez de l'appel du Boukout, par exemple. Mais tout à fait. L'appel du Boukout est cri de fœtus pour le jeune Jola. Les maternelles et l'ococyte primaire, nous sommes désormais ce fauve limon de sang dans la rue du fleuve Casamance. Mais tout à fait. Le Boukout, comme vous le savez, cette cérémonie d'initiation qui a été même élevée au rang de patrimoine, justement. Vous dire justement que tout fait écho à la culture, tout fait écho à la dimension mystico-religieuse, spirituelle, justement, qui imprègne et dont la terre casamançaise est imbue. Et d'où la démarche construire la paix par la voie culturelle et cultuelle. Cette phrase est importante, mais parce que ça fait tilt dans votre... La recherche, bien, le chemin de la paix est culturel, mais également cultuel. Mais j'y crois et j'en suis convaincu. Et aujourd'hui même, si je pouvais, je me décréterais ambassadeur de la paix culturelle et culturelle en Casamance. Le chemin de la paix ne peut se passer sur le chemin des arts, mais ce n'est pas le principal chemin. Mais c'est ma conviction. Regardez tout dernièrement, il y a une réunion donc, à laquelle des différents, disons, acteurs donc, ont participé pour aller donc approfondir cette paix. Il y a aussi la participation des représentants justement donc du MFDC. Et ces types de rencontres, pour moi, on devrait aussi plus insister sur cette dimension culturelle et culturelle, qui pour moi est le chemin, est vraiment le chemin par lequel on doit aborder et résoudre une bonne fois pour toutes cette paix en Casamance. Et on va finir avec ce mot, la paix, pour clore un peu cette émission. Amadou Moustapha Dian. Oui, je terminerai justement avec une note d'espoir. Comme j'ai débuté, je vais lire le poème Kouram. Le dernier poème d'ailleurs. Tout à fait. Rien qu'un pas, et elle gémit cette terre, toute sa nostalgie d'un pied autochtone, le fracassant sourire des feuilles mortes, foulées par les enfants du terroir, chasse tout le vide des abris. Voici les fourmis jalousant la case reconstruite, le tronc d'arbre inquiet qui sert de banc à l'entrée de la maison, tressailli à l'idée de porter un corps. Qu'importe sa masse, le pas de l'absence était plus lourd. Ils reviennent, chantent les herbes du seuil. Les sentiers font leur toilette, les jardins maraîchers repoussent et le village renaît. Les rogniers se dressent comme des berges, la Croix-Rouge est l'épare et le levier de l'espoir. Toutes ces maisons renaissent, l'araignée ramasse sa toile. Mais encore, il faut remplir la promesse d'étancher sa soif, le rêve d'éclairer sa demeure, de l'envie, de vivre dans la sécurité. De Kouram à Kampala, la Convention donne le là. Et revoici tes fils déplacés par le conflit, revenir et repartir de zéro de la vie. Il est énorme, mais non surmontable, le défi. Courage, Kouram. Un jour, on y arrivera. Et c'est la paix pour clore cette émission. Amadou Moustapha Dian, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Et aussi, je vous encourage dans cette dynamique. Je suis avec beaucoup d'intérêt, Belle Ligne et les autres, justement, émissions que vous animez dans cette télé. Et c'est l'occasion, justement, de le dire à haute voix, de vous encourager et de reconnaître votre mérite dans la promotion du livre et de la lecture au Sénégal. Merci également, chers auteurs. Merci, chers téléspectateurs. Merci également à l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous de la lecture, de l'écriture
sur ITV.